ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres de l'actualité. Enlèvement, recrutement forcé d'enfants soldats, esclavage sexuel. Un rapport de l'ONU dénonce des violations des droits humains au Soudan du Sud. Crise burundaise, les pourparlers dits de la dernière chance n'auront pas lieu. Le gouvernement n'a pas fait le déplacement à Arusha en Tanzanie. Et le continent africain se met à l'heure des banques islamiques. Des détails dans ce journal sur ce financement alternatif et l'engouement en Afrique du Sud. Et un nouveau rapport des Nations Unies met en évidence une série d'abus commis sur des civils au Soudan du Sud, un pays plongé dans une guerre sanglante depuis 2013. Le rapport fait état d'enlèvements, de recrutement forcé d'enfants et de viols sur de jeunes filles par les parties en conflit. Des milliers de personnes ont été tuées dans le plus jeune État du monde. Un reportage d'Abdourahmane Dia. Le document de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud renvoie dos à dos troupes gouvernementales et rebelles. Tous ont commis des abus sur des femmes et des mineurs pouvant être qualifiés de crimes de guerre. Dans les États de Tamboura et Boudoué, par exemple, les enquêteurs estiment que les forces rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar ont enlevé 900 personnes, en majorité des enfants et des femmes, lors d'attaques dans 28 villages. Les soldats de l'armée régulière sont surtout accusés de viol. Les enlèvements sont inquiétants car la majorité des victimes sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. Ce qui est important pour nous, c'est leur libération le plus tôt possible. En même temps, les enfants sont recrutés de force par les rebelles. Mais on est plus préoccupé par ce qui arrive aux jeunes filles. Des filles âgées seulement de 12 ans sont choisies comme épouses pour les militaires. Et pour les Nations Unies, les auteurs de ces violations des droits de l'homme doivent répondre de leurs actes. La question de la responsabilité reste l'une des priorités dans notre agenda au Soudan du Sud. Mais on n'y est pas encore. Le mois dernier, une cour martiale avait condamné 10 militaires à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Ils avaient été reconnus coupables de viol sur des travailleuses humanitaires. Mais la vraie solution se trouve dans le retour à la paix. À Arusha, les pourparlers inter-burundais dits de la dernière chance n'auront pas lieu. Ces discussions avaient pour objectif l'organisation d'élections inclusives en 2020 au Burundi. C'est sur son compte Twitter que le gouvernement burundais a demandé le report de cette 5e session. Le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntaorwamiye, a indiqué à VOA Afrique que Bujumbura serait disposé à l'avance de la liste des participants. Il a précisé que les autorités burundaises attendent de la réponse du facilitateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien. Seule une vingtaine de leaders de l'opposition et de la société civile sont présents à Arusha. À 2 mois des élections en République démocratique du Congo, une marche de l'opposition a été autorisée à Kinshasa ce vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation des machines à voter. Alors, selon l'opposant Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise, cette mobilisation vise à démontrer à la face du monde que l'opposition veut des élections crédibles, libres et transparentes en décembre. Il a ajouté que l'opposition travaillait avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour des dispositions pratiques de sécurisation de cette marche. Et on poursuit avec l'inauguration d'un poste de contrôle juxtaposé entre le Bénin et le Nigeria. Les présidents Patrice Talon et Muhammadu Buhari ont procédé hier à son inauguration à Sémékraké, à la frontière des 2 pays. La construction de cette infrastructure entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports, un programme financé par l'Union européenne en appui à la CEDEAO et l'UEMOA pour un montant de près de 60 milliards de francs CFA. Pour le président de la commission de la CEDEAO, cela va contribuer à la réduction des délais de dédouanement, un meilleur partage d'informations entre les administrations des 2 pays et la lutte contre la fraude.
Au Sénégal, la FAO, en partenariat avec une association de planteurs, a initié un programme de stockage d'eau pour stimuler la production agricole dans le nord du pays. À travers la collecte des eaux de pluie, cette communauté rurale située dans la région du Sahel a réussi dans la lutte contre la sécheresse. Le point avec Blanche Sanou. Comme beaucoup d'agriculteurs sénégalais, Guilé avait du mal à arroser sa ferme pendant la saison sèche. Mais aujourd'hui, avec son association, elle récupère l'eau de pluie du toit des hangars et la stocke dans les réservoirs souterrains. Les réservoirs nous sont très utiles. Nous avions l'habitude de payer des factures d'eau avant la construction de ces réservoirs. Mais maintenant, nous avons assez d'eau sur le terrain et nous ne devons plus payer de factures. Les habitants de Cœur Bara Tambédou peuvent maintenant arroser leurs cultures. Les membres de la communauté et les maçons locaux ont été formés à la construction de réservoirs pour le stockage de l'eau toute l'année. Les femmes ont également appris à élaborer un plan de jardinage, à créer une pépinière et à maintenir le sol et les plantes en bonne santé. La FAO a envoyé des personnes nous former à l'entretien d'un champ. Maintenant, nous pouvons tout faire nous-mêmes. Nous avons constaté de nombreux avantages dérivant de la ferme. Le programme met également l'accent sur la santé et la nutrition des communautés. Par le biais de l'association d'agriculteurs, les femmes ont également créé un fonds avec les revenus obtenus de leur vente sur le marché. Chaque femme peut retirer de l'argent pour faire face aux dépenses personnelles avant de le rembourser à la fin du mois. Cela signifie également que leurs enfants peuvent aller à l'école. Les agriculteurs travaillent actuellement sur des projets d'expansion afin de produire davantage de récoltes et accroître leurs bénéfices. La récente visite de la première dame Melania Trump en Afrique et la récente nomination de l'ambassadeur Tibor Nagy aux affaires africaines démontrent un intérêt renouvelé des États-Unis pour le continent. Alors que toutes les puissances du monde se disputent les marchés africains, la stratégie américaine a été plutôt discrète. Au micro de Greta Van Susteren, collaboratrice de la VOA, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines affirme qu'il souhaite que les Américains voient l'Afrique comme une terre d'opportunités. Écoutez. Lorsque je prononce le mot Afrique dans la plupart des régions des États-Unis, la connotation et la pensée qui se dégagent immédiatement sont celles du continent d'où proviennent les problèmes. Vous connaissez les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la peste, la sécheresse, la famine, etc. La vraie histoire de l'Afrique, surtout en ce moment, est totalement différente de cela. Bien sûr, le continent a ses problèmes, mais chaque continent a ses problèmes. Les nouvelles positives sont bien plus nombreuses qu'avant. Et je pense que c'est très important pour les Américains de voir cela, surtout quand d'autres le voient. Les Européens, les Chinois, d'autres pays d'Asie, ils voient l'Afrique comme une opportunité et non comme un problème. Et j'aimerais aussi essayer de changer ce discours aux États-Unis. Y a-t-il un moyen de définir la stratégie de Trump à l'égard de l'Afrique? Et est-ce profondément différent de celle de l'administration Obama ou de l'administration Bush? La bonne nouvelle est qu'il va y avoir une stratégie officielle pour l'administration dans un très proche avenir. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Depuis 60 ans que nous entretenons des relations officielles avec les pays africains émergents, les stratégies ont changé de formulation, mais leur contenu n'a guère changé. La stratégie des États-Unis pour l'Afrique a toujours été à 2 volets. L'un visait plutôt le long terme, mais il y avait toujours une série de crises à court terme qui éclipsaient toujours le long terme. Ainsi, la stratégie a toujours été celle de l'Afrique stable, mettre fin aux guerres, à la souffrance humaine et faire le maximum pour le développement humain et économique. Et les administrations, vous savez, utilisent un langage différent, mais les intentions étaient toujours à peu près les mêmes. Même si vous dites que vous n'allez pas me dire plus sur la stratégie, pouvez-vous me donner un aperçu? Vous savez, nous diffusons dans toute l'Afrique. Absolument, je vais vous dire. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai repris ce travail. Parce que ça a beaucoup à voir avec ça. L'Afrique a une énorme force qui s'apprête à la submerger, qu'on le veuille ou non. Les populations vont doubler d'ici à 2050. Et cet afflux massif de personnes sera composé uniquement de jeunes. Ils vont avoir exactement les mêmes rêves que les jeunes du monde entier, à cause de la technologie moderne. Et ces jeunes vont vouloir un emploi, du travail. Ces gouvernements ont donc le choix, car il y a 2 itinéraires possibles à suivre.
L'un sera extrêmement négatif car s'il n'y a ni possibilité ni emploi, ces jeunes se tourneront de plus en plus vers la migration et peut-être même vers la déstabilisation, potentiellement le terrorisme. S'il y a des emplois, par contre, l'Afrique pourrait être l'une des forces les plus importantes de l'histoire pour une croissance économique dynamique. Le système bancaire islamique est en pleine croissance dans le monde, particulièrement en Afrique, selon l'agence Moody. En Afrique du Sud, le centre financier du continent, ce système est de plus en plus populaire au sein de la minorité de la communauté musulmane, principalement originaire d'Asie du Sud. De Johannesburg, le reportage de notre correspondante Anita Powell, relaté par Yacouba Ouedraogo. Lorsque Farhan Mossiar a repris l'entreprise familiale, il a décidé d'en faire quelque chose de différent. Pour ses finances, Farhan a convaincu son père, tenancier de cette boutique depuis 4 décennies, au centre indien à Johannesburg, de quitter les banques traditionnelles pour le système bancaire islamique. Rien qu'en changeant quelques petites choses dans les services classiques de la banque, on voit la différence par rapport à ce qu'offre la banque islamique comme service. Dans le principe, le système bancaire islamique n'est pas facturé et donc sans intérêt. Il utilise des biens matériels pour garantir les opérations appelées soukouk, mais n'investit pas dans les industries comme l'alcool, le porc et les jeux d'argent qualifiés de péché. Le chef des services bancaires islamiques à First National Bank d'Afrique du Sud le reconnaît. Les affaires sont florissantes grâce à ce système. Je pense que le succès de Soukouk commence à devenir tellement évident que nous allons probablement voir les autres pays africains les utiliser comme un mécanisme pour développer leurs infrastructures. Cependant, certains commerçants restent convaincus que la distinction que fait la banque islamique entre intérêt et profit est purement sémantique. Non, je n'utilise pas les services bancaires islamiques. Je pense que ces services bancaires ont à la base les services de banques conventionnelles et ils fonctionnent avec des intérêts. Ce sont des banques commerciales avant tout. Comme Imsias Han, certains commerçants musulmans émettent des doutes sur ce système bancaire. D'autres estiment par contre que tant qu'il leur permet de gagner de l'argent, sans contredire leur foi, la banque islamique reste la bienvenue. Et ici, aux États-Unis, au moins 5 engins explosifs ont été envoyés à travers le pays, dont un à l'ancien président Barack Obama et un autre à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Tous ces colis piégés et fonctionnels ont été interceptés par le service fédéral américain chargé de leur protection. Un peu plus tard, c'est le siège de la chaîne de télévision CNN à New York qui a dû être évacué pour la même raison. Le FBI enquête aussi depuis hier sur l'engin explosif trouvé dans la boîte aux lettres de la résidence du milliardaire new-yorkais George Soros. De son côté, le président américain Donald Trump a lancé un appel à l'unité, jugeant que la violence politique n'était pas tolérable aux États-Unis. Et la suite de l'affaire Khashoggi, pour la première fois, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman s'est prononcé lors du Forum économique de Riyad. Il est soupçonné d'avoir commandité cet assassinat. Il a qualifié ce crime de haineux, tout en ajoutant qu'il n'y a pas de rupture avec la Turquie. L'image qui fait surtout la une de la presse internationale aujourd'hui, c'est la rencontre et la poignée de main entre le prince héritier et le fils du journaliste saoudien tué, Jamal Khashoggi. Donald Trump dénonce une opération de simulation dans le meurtre du journaliste et pour la première fois, Washington annonce des mesures concrètes contre son allié arabe avec la révocation des visas des suspects. Londres annonce faire de même. Il y aura d'autres sanctions, a dit le président américain, mais il laissera le Congrès agir. Et le chiffre est effrayant. 14 millions de personnes seraient menacées de famine au Yémen selon l'ONU. Ce pays est en proie au bombardement de la coalition menée par l'Arabie saoudite dans le cadre d'une guerre qui dure depuis 3 ans. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, a réclamé un cessez-le-feu humanitaire autour des installations participant à la distribution d'aide alimentaire ou des infrastructures. L'a dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée à l'initiative du Royaume-Uni en raison de la dégradation constatée dans le pays. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Le Malawi prend des mesures essentielles pour promouvoir les paiements numériques pour ses entreprises. Des détails dans notre rubrique Afrotech. Comment attirer les investisseurs en Mauritanie? Une jeune entrepreneur a créé une plateforme pour répondre à ce besoin et John Lyndon est parti à sa rencontre. Les rues de Johannesburg ornées de graffitis, la ville sud-africaine est le théâtre du festival City of Gold, redonnant de la vie au quartier marqué par la violence et la pauvreté. C'est mercredi et vous l'avez deviné, c'est le rendez-vous des technophiles dans Afrotech avec Azuma Compaoré. Bonsoir Azuma. Bonsoir Raïssa et bonsoir à tous. On se rend tout de suite au Malawi où le gouvernement travaille en partenariat avec la Banque de réserve du Malawi sur une loi qui obligera les entreprises du pays à accepter au moins une forme de paiement numérique. La loi proposée est intitulée « Règlement de 2018 sur le déploiement de l'utilisation des canaux de paiement électronique ». Le but est que chaque entreprise opérant au Malawi dispose d'au moins d'un des 5 canaux de paiement numérique, à savoir le paiement mobile, les services bancaires mobiles, les terminaux de points de vente, les services bancaires en ligne et tout autre produit de paiement numérique approuvé par la Banque de réserve du Malawi. Alors, le projet de loi devrait être finalisé et publié d'ici décembre 2018. Ok, donc Azuma, quel est le focus de la semaine? Alors, si on se rendait directement pour essayer de trouver comment rendre le codage informatique accessible à tout le monde, eh bien, l'association à but non lucratif Code.org en a fait sa mission depuis sa création en 2013 par les frères jumeaux iraniens Hadi et Ali Partovi. L'association œuvre pour la promotion de l'informatique dans les écoles tout en encourageant la participation des femmes et des minorités. La plateforme en ligne est entièrement gratuite et permet à n'importe qui d'y apprendre comment coder de façon individuelle ou au sein d'une classe virtuelle. L'association est en outre appuyée par une armée de plus de 7000 traducteurs volontaires qui rendent les leçons et les tutoriels sur la plateforme accessibles dans le monde entier. Et si vous aussi vous souhaitez apprendre ou que vos enfants apprennent à coder dans leur langue maternelle, c'est possible. Un guide de traduction est disponible en ligne et une fois de plus, c'est gratuit. Ils ont le créole aussi? C'est possible. Alors, on va finir avec Folie d'invention. Tout à fait. Je vous invite à découvrir cette semaine le Air Inc. C'est une invention de Gravity Labs, une start-up qui a trouvé une solution artistique pour combattre la pollution de l'air dans les grandes villes. L'idée de départ est très simple, capter les gaz polluants lors de leurs émissions dans l'air et les transformer en encre. La technologie à base de plasma se place sur les tuyaux d'échappement des générateurs et des cheminées et n'affecte pas les performances. L'Air Inc. est composé de carbone noir qui a été purifié et transformé en une base de pigments pour les encres et les peintures. Environ 50 minutes de pollution des voitures diesel servent par exemple à faire des feutres ou des marqueurs. Il faut savoir que l'Air Inc. n'est pas disponible à la vente pour l'instant, mais grâce à des partenariats avec des artistes, la start-up organise des exhibitions dans les espaces publics avec un message de sensibilisation à l'environnement. Voilà, c'est tout pour Afrotech. Et comme vous savez, envoyez-nous vos infos tech sur voafriquetv@gmail.com ou sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci beaucoup. Nos amis technophiles le feront certainement et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Alors, comment attirer des investisseurs en Afrique et en Mauritanie en particulier? C'est pour répondre à cette interrogation qu'une jeune entrepreneure mauritanienne a décidé de créer Hop Africa, une plateforme d'affaires très active dans le pays. John Lyndon, notre envoyé spécial à Nouakchott, a pris part à l'une de ces rencontres. Reportage. Dans un hôtel de la capitale mauritanienne, un groupe d'hommes et de femmes d'affaires sont réunis pour parler d'opportunités d'investissement. À l'initiative de cette rencontre business to business, Hop Africa, une plateforme créée par cette femme, Maro Adia Diagana.
Ops Africa, c'est quoi? C'est une plateforme panafricaine de mise en relation d'affaires et de partenariat. Nos objectifs tournent autour de l'organisation des manifestations économiques à échelle nationale et internationale, l'organisation aussi des missions d'affaires. Ce soir-là, c'est une délégation d'opérateurs économiques français qui est à l'honneur. Laurent-Pierre Castagnera, qui dirige une entreprise d'import-export et commercialise des produits européens sur le continent, justifie sa présence ici. Avec le club que je représente ce soir, qui est le club le CBSOA, le club des entreprises Bordeaux-Afrique, nous avons souhaité en fait monter une mission pour rencontrer les entreprises mauritaniennes et trouver de nouveaux partenaires afin de développer nos business respectifs. Et pour faciliter encore plus les relations d'affaires et de partenariat entre investisseurs étrangers et africains, la jeune entreprise mauritanienne nourrit des ambitions continentales. On veut voir grandir ou naître dans chaque pays africain, que ce soit des pays francophones, anglophones ou lusophones, une filiale de Hop Africa ou une représentation de Hop Africa qui permettra à ces entreprises de ces pays-là de venir adhérer à la plateforme et surtout de voir dans quelle mesure ils pourront tisser des partenariats avec d'autres entreprises de la plateforme. Pour la promotrice de Hop Africa, mettre ensemble les entreprises africaines sur une même plateforme permettra également à celles-ci d'avoir plus d'informations, plus de visibilité et des partenaires indispensables à leur développement. John Linden, VOA Afrique, Nouakchott. Et accueillons la musique d'ambiance qui annonce le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Aïssa et bonsoir à vous, amis sportifs. Le match Espérance de Tunis 1er agosto, en demi-finale retour de la Ligue africaine des champions, a laissé des traces hier. 38 policiers et 13 supporters ont été blessés durant leur heure au stade de Rades à Tunis. Des supporters du club tunisien ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser. 12 personnes ont été arrêtées. L'Espérance sportive de Tunis s'est pourtant imposée 4-2 face aux Angolais du 1er agosto et affrontera en finale les Égyptiens d'Al Ahly qui se sont qualifiés malgré leur défaite 2-1 devant les Algériens de l'entente Sétif. Basketball, Blake Griffin, c'est l'homme de la nuit dernière en NBA. Auteur de 50 points, un record dans sa carrière, il a permis aux Detroit Pistons, vainqueurs des Philadelphia Sixers, de Joel Embiid, 133-132 après prolongation, de rester invaincu depuis le début de la saison avec 3 victoires, malgré les 33 points du Camerounais Embiid. Mené de 3 points à 2 secondes de la sirène, Detroit a dû son salut à sa star qui a inscrit le panier de l'égalisation suivi du lancer franc de la victoire. Griffin a signé au passage un 20 sur 35 au tir assorti de 14 rebonds et 6 passes décisives. Et puis, comme Détroit, dans les 2 autres matchs de la soirée, la Nouvelle-Orléans et Denver sont restés invaincus, tombeurs respectivement des Clippers et Sacramento. Anthony Davis a inscrit 34 points pour les Pélicans qui l'ont emporté 116-109. À Denver, les Nuggets, jamais menacés, ont dominé leur sujet collectivement devant les Sacramento Kings battus 126-112. Ils occupent désormais la tête du classement de la conférence Ouest. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Et merci Yacouba. On poursuit avec les rues de Johannesburg aux mains des graffeurs internationaux aux côtés d'artistes contemporains sud-africains. La capitale est le théâtre d'un festival d'art mural, City of Gold. Découverte avec Irénée Armanongo. C'était sur les parois extérieures des trains qu'il empruntait pour se rendre à l'école que Mr. MT, cet artiste sud-africain, a posé son premier pinceau. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'univers de l'art de la rue, le graffiti. Avec 15 ans d'expérience, Mr. MT fait partie désormais des nombreux artistes qui tentent de transformer certains endroits de Johannesburg, sa ville natale, avec du graffiti. Ils sont au total 25 artistes, dont 20 locaux et 5 internationaux de renom, à se joindre à ce projet. Ils multiplient ici, dans cet endroit considéré comme un haut lieu du crime et de la pauvreté, des séries de peintures murales, notamment dans le cadre du festival City of Gold, ce qui rend le quartier beaucoup plus attrayant. C'est aussi une sorte de rénovation car certains de ces bâtiments sont comme de vieux bâtiments abandonnés et se détériorent. Je veux dire que cela leur donne un peu de vie, ce qui rend la zone moins dangereuse. Les artistes ne sont pas les seuls à être contents du nouveau look.
Il inspire également les habitants de la zone qui sont heureux de vivre dans cet environnement rénové. Les voir, découvrir leur travail en personne, c'est très beau. Il me rend la ville vivante. Selon les organisateurs, l'objectif de cette promotion de l'art de la rue est de transformer les lieux publics en des galeries. Une première édition a eu lieu en 2015 et ils espèrent avoir un succès éclatant à cette nouvelle édition en vue de pouvoir la rendre annuelle et faire de Johannesburg une ville artistique par excellence. Alors, que feriez-vous avec 1,6 milliard de dollars ? C'est la somme qui a été remportée hier, le plus gros pactole jamais gagné aux États-Unis et dans le monde, selon les responsables de la loterie Mega Millions. Un ticket gagnant a été vendu en Caroline du Sud. On ne sait pas encore qui a gagné. Une ou plusieurs personnes, peut-être, mais la Caroline du Sud est l'un des quelques États américains à ne pas exiger l'identification des gagnants à la loterie, donc on ne pourrait ne jamais savoir. Et on termine cette édition avec cette course de buffle qui est l'événement d'un festival thaïlandais dans la ville de Chonburi. Anand Chalermlarb, éleveur de buffles, y participe depuis 45 ans. Il est âgé de 63 ans et il est entraîneur. Il a déclaré que la raison pour laquelle il court encore aujourd'hui, c'est pour préserver cette tradition. Pour gagner, il faut parvenir à rester attaché au buffle, un sport à part entière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook et aussi sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programmes.